Alors sur la doctrine du New Public Management lui-même, c'est-à-dire la façon dont on manage tout ça dans les entreprises de services publics, donc c'est en fait, comme je disais tout à l'heure, l'application des règles de gestion du privé sur le public, et l'objectif étant de le privatiser. Dans cette logique-là, où en effet on est sur un État, une économie de marché, le citoyen est vu comme un consommateur de services publics. Et donc la logique, c'est la rencontre donc entre une demande et un service qui est rendu. Et du coup, ça engendre aussi le choix individuel entre plusieurs choix dans une économie de marché. Alors, pour faire ça, les modalités de mise en œuvre, il y a tout ce qui est comptable, donc les audits externes, audits internes, le reporting, donc tout ce qui est les bilans, à partir des normes comptables dont je vous ai parlé, la mise en concurrence systématique, le contrôle et les sanctions des individus, donc qui est un principe de management utilisé, la décentralisation de pouvoir, alors soit par ce qu'on appelle l'empowerment. Alors l'empowerment, c'est créer des groupes de pression de clients qui remettent en cause les professions, en fait, l'autorité des professions. Et les institutions, et puis vous avez aussi la décentralisation bien sûr avec notamment les régions, la délégation en fait des compétences de l'État aux collectivités territoriales et notamment régions. Voilà. Alors les 5 principes donc de ce New Public Management, alors qui vaut aussi bien pour les services publics que la fonction publique, c'est les deux, c'est-à-dire aussi bien le fonctionnement de l'État que la mission de fonction sociale pour les citoyens. Donc les principes de base, il y en a 5 en gros. Donc notamment je suis partie donc de ce travail d'un collectif de sociologues, public management et profession dans l'État, au-delà des oppositions, quelle recomposition. Donc qui explique donc que les principes, c'est donc séparation du pilotage et de l'exécution. Donc alors qu'une profession, c'était avoir la responsabilité d'une mission de A à Z, là donc on sépare complètement le pilotage et la stratégie de l'exécution. Alors les moyens qu'ils ont utilisés, les outils, c'est notamment les grilles de classification et les pesées des emplois dont je vais parler tout à l'heure. D'ailleurs, cette grille a été aussi utilisée pour le renfort du pouvoir hiérarchique en charge de la mise en œuvre des politiques, donc augmenter le degré de subordination du personnel à une ligne hiérarchique et à la politique qui va avec. Avoir le recours systématique aux mécanismes de marché. Donc là, c'est concurrence privée, des fois même en créer. Dans le documentaire La mise à mort des services publics sur EDF, ils expliquent que par exemple il n'y avait pas de concurrents. Donc en fait l'État il a créé, il a vendu, il a bradé un secteur au privé. Voilà, donc l'État s'est chargé de faire ça. Donc créer ou en tout cas inciter à ce qu'il y ait une concurrence. Et ensuite tout ce qui est incitation individuelle, donc avec tout ce qui est mise en place des primes individuelles de performance et aussi donc les sous-traitants.
Après, vous avez la gestion des résultats qui est fondée sur l'objectif de résultat. C'est la mesure d'évaluation des performances liées au contrôle de gestion, avec notamment dans les services publics, moi j'ai travaillé à l'AFPA, hein, qui est une association 1901 mais qui est dans le service public de l'emploi, et on avait ce qu'on appelait le CORE, c'est-à-dire le contrat d'objectifs de résultats qu'on avait chaque année et qui nous disait cette année vous allez pouvoir faire tant d'actes, alors nous on avait les S1, les S2, les S3, voilà, la tarification à l'acte, donc voilà. Ensuite, la fragmentation aussi des professions dans l'État, et c'est donc le sujet de ça, c'est-à-dire de faire disparaître les bureaucraties professionnelles. Alors ces bureaucraties professionnelles, c'est un élément du modèle social qui est important, qui est fondamental dans les services publics, qui a été mis en place par le Conseil national de la résistance notamment. Alors leur objectif c'était quoi? C'était justement de permettre au peuple français, et là au niveau professionnel, d'avoir l'indépendance du financier et des tyrans politiques de façon à veiller à l'intérêt général. Et du coup il y avait quasiment pas de hiérarchie, il y avait par contre donc des valeurs basées sur l'intérêt général, sur la collectivité, une assermentation d'ailleurs des fonctionnaires. Hein. Donc par exemple à l'hôpital, hein, ce qui est le cas ici, donc vous avez dans les objectifs sur les bureaucraties professionnelles, donc la valeur de service public, c'est-à-dire accueillir tout le monde, hein, l'accessibilité et la santé et la vie n'a pas de prix. Voilà, qui est donc un objectif. Par contre, dans le modèle du New Public Management, donc basé sur la gestion, donc là c'est par contre la recherche de l'équilibre financier, le retour à l'équilibre, l'équilibre donc des recettes et des dépenses, les patients qui sont rentables ou qui ne sont pas rentables. Et donc la santé en fait là elle a un prix, hein, et on n'a pas cette somme là, enfin en gros c'est le système gestionnaire. Ensuite donc la structure, c'est plutôt pour le New Public Management, c'est regrouper le public et le privé à travers tout un ensemble de choses, soit avec des mutualisations d'outils ou des partenariats publics-privés, ce genre de choses. Au niveau des techniques, donc à l'hôpital, c'est dans l'État, dans les bureaucraties professionnelles, on se base sur une approche individuelle. Avec un diagnostic qui est fait donc par rapport à la personne. Et par contre, dans la logique gestionnaire, c'est plutôt donc tout ce qui concerne la technique, la technologie et l'acte. Et dernièrement, donc la culture. Donc la culture de service public, on venait à l'hôpital par vocation. Hein, quand on y est, ensuite voilà, on y reste parce qu'il y a des valeurs qui sont derrière. Alors que la logique dans un système de gestionnaire, c'est plus un plan de carrière et avec des transferts entre public et privé pour faire carrière et réussite. Voilà. Donc au niveau des principes qui ont été mis en place, donc pour faire passer de l'un à l'autre. Alors ensuite les outils qui ont été utilisés pour ça. Alors j'ai moi une consoeur à l'AFPA qui avait justement fait une étude, Nicole Rollens, qui avait fait une étude sur justement la grille de classification qu'on avait imposée au centre socio-culturel à l'époque. Et en fait, cette méthode de classification des emplois, je l'ai vécue à l'AFPA, mais elle a été aussi mise en place à Pôle emploi et puis dans les différents autres services publics.
puisqu'en fait, c'est la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc du privé, hein, dans le secteur public. Et pour ça, donc, il a fallu changer et remouliner les grilles de classification, les grilles d'accès, les relations qu'il y avait entre les différents postes. Et évidemment, la conception du travail qui est derrière une grille de rémunération et de classification, c'est une conception du travail. Et comme on changeait complètement, donc c'est cet outil-là de peser des emplois standards qui a été utilisé. Alors, ça a été donc appliqué, donc comme je le disais, progressivement. Donc c'est derrière cette grille-là, c'est une nouvelle hiérarchie des valeurs qui a été mise en place et sur des principes néolibéraux qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans une logique marchande. Et on va voir très précisément comment ça a été fait. À savoir que cette pesée des emplois, il fallait qu'en effet, ce soit accepté comme tel, et donc ça crée un consensus notamment avec les syndicats pour que ça paraisse pas unilatéral, c'est-à-dire que ce soit imposé du patronat. Donc du coup il y a une stratégie donc, qui a mis en place cette pesée des emplois, cet outil-là, en utilisant, enfin, en mettant en place des mécanismes participatifs qui étaient portés par les partenaires sociaux, puisque c'était eux qui négociaient, mais les personnels eux-mêmes s'auto-évaluaient, on va le voir tout à l'heure, et selon des critères objectifs quantifiés, donc qui passe justement pour quelque chose qui est objectif et que tout le monde peut partager. Voilà, sauf que ces critères objectifs-là cache derrière une préfabrication de valeurs qui en effet sont plus du tout du type de service public mais du domaine néolibéral, donc de marché, hein, en tout cas de relations marchandes. Alors, elle a fait, donc Nicole Rollens, donc c'est sur le Cairn hein, que vous pouvez trouver son analyse. Donc ça s'appelle la nouvelle grille de classification des emplois dans les centres sociaux et socioculturels ou la déconstruction idéologique des fondements du travail social. Donc à partir de l'analyse de cette grille de classification, enfin de cette méthode de pesée des emplois hein, qui est mise en place, donc on peut y voir donc, que l'objectif prioritaire, donc c'est d'obtenir donc de l'association, enfin en tout cas du centre socioculturel, mais de l'ensemble des services publics, à l'AFPA c'était pareil, ou à Pôle emploi, c'est d'obtenir des financements, les subventions pardon, du financeur. Donc du coup de s'aligner sur des valeurs qui sont imposées pour les politiques. Alors comment on arrive à faire ça? Eh bien tout simplement en faisant classer chaque emploi sur les critères financiers, hiérarchie et sécurité. Les autres critères n'étant pas pris en compte. Par exemple, la différence entre un éducateur et la femme de ménage, enfin voilà, des compétences ou l'assistante sociale, ces compétences-là n'étaient pas pondérées. Donc on n'accordait pas de points pour ce genre de critères-là, ou un point. Ce qui fait que du coup, en effet, vous avez en haut de grille tous les postes donc de manager, de comptable et puis de gens à la sécurité, et puis qu'en bas vous avez, en bas de grille, vous avez les personnels qui est sur la même base de bas de grille, un peu indifférenciée. Donc l'objectif étant de faire de la main-d'œuvre interchangeable, polyvalente, hein, on comprend bien un petit peu la logique. Ensuite, donc l'intégration de systèmes de motivation financière individuelle concurrentielle, et c'est-à-dire que là on rentre par rapport à ça dans une logique d'une intégration de la rivalité ou en tout cas la concurrence entre les salariés qui détruit la coopération. Alors comment on met ça en place
à travers cet outil de peser des emplois, tout simplement en demandant dès le départ l'étirement de la grille de classification. Il est dit clairement que, en gros, la grille de classification, il n'y a pas assez d'écart entre ceux du haut et ceux du bas. Et que donc il faut baisser les salaires minimums et puis il faut augmenter les salaires des managers, quoi. Et ça, il est indiqué que ça doit être fait, mais pas globalement, qu'il faut que ce soit fait de façon individuelle et surtout progressive. Ensuite, donc, il y a tout ce qui, alors pour mettre bien sûr en concurrence les salariés entre eux, donc tout ce qui est prime individuelle de performance, entretien individuel, par rapport à ça, donc vous avez donc ça s'appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires, donc les entretiens individuels qui sont apparus dans les services publics, avec des objectifs de résultat et la tarification à l'acte. Par exemple, dans les hôpitaux, ça s'appelait la T2A, moi, ça s'appelait le S1, S2, S3, enfin voilà, après les jargons de chaque acte. Ensuite, donc, il y avait les emplois repères aussi qui permettaient de mettre des groupes d'emplois ensemble et qui préparaient déjà donc, la polyvalence. Ensuite, donc, autre principe de cet outil de peser des emplois et l'idéologie qu'il y a derrière, c'est la manipulation donc, des valeurs de travail, donc comme je disais, de passer d'une culture de service public à une culture néolibérale. Et là, donc, c'est l'utilisation de méthodes participatives. Et c'est-à-dire que chaque personne devait s'auto-évaluer son emploi à travers les critères qui étaient préfabriqués et qui lui étaient donnés. Et ces critères, bien sûr, allaient aboutir, évidemment, si on ne m'évalue, moi, psychologue, que à travers le financier, le hiérarchique et la sécurité, je vaux pas grand-chose, quoi. Et ça permet de faire intégrer à chaque personne ces valeurs-là, de la compétence qu'il a et puis de la différence qu'il a avec le manager, etc. Et puis ensuite, donc le dernier principe, la neutralisation des négociations collectives, parce qu'avant, quand il y avait un conflit de travail, donc c'était les syndicats qui géraient ça de façon collective, et là on passe à quelque chose donc, qui du coup ne relève plus du collectif, mais de l'individuel, puisque là ce sont les syndicats qui portent cette négociation globale de la pesée des emplois. Et c'est eux qui la négocient in fine, même si on demande au personnel de le faire. Mais après, ils en sont décédés une fois que c'est fait. Ils y ont participé eux aussi. Donc voilà, et ils n'ont plus du coup cette fonction-là. Voilà, donc sur les principes donc, de management qui ont été mis en place, donc pour la mise en place du productivisme, de la rentabilité, tout ce qui est tarification à l'acte, donc de savoir que tel acte c'est vendu tant, etc. etc. Donc en l'appliquant au service public, donc ça génère une réorganisation idéologique des services rendus à l'usager. La réduction donc, des praticiens à un rôle d'exécution, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire renforcer le pouvoir de subordination, parce qu'en effet, quand je suis vue annuellement par mon hiérarchique qui donne une note ou des primes, donc de la reconnaissance de mon travail ou pas, ça augmente évidemment la relation individuelle que j'ai avec lui, et donc ça renforce son pouvoir. Ensuite, donc, l'érosion des identités professionnelles, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin, au fond du panier de la grille de classification, vous avez tous les autres professionnels qui du coup perdent petit à petit donc, la conscience de ça et qui préparent à la polyvalence.
Ensuite, chose importante, l'obligation de la falsification de l'activité, parce qu'en fait, ces codes, ces actes qui sont demandés, finalement, ne répondent pas aux besoins que le professionnel est capable de remplir. Donc, vous avez tout un ensemble de choses qui sont ensuite demandées. Pour être payé, il faut que tu rentres dans les cases. Et moi, je l'ai vécu à l'AFPA, où en effet, la secrétaire, parce que nous, on avait un code de déontologie, donc on ne voulait pas. Donc, du coup, les hiérarchiques mettaient la pression aux secrétaires pour leur renvoyer des dossiers en leur disant ben voilà, tu transformes le S1 en S2. Donc en fait, pour se faire payer, parce que sinon, voilà, comme les besoins ne correspondaient pas, ben voilà. Et donc sur la falsification de l'activité. Et après, il y a aussi soi-même, évidemment, pour rentrer dans les objectifs de résultat qu'on me demande individuellement. En effet, je vais avoir plus ou moins des pratiques qui essayent de correspondre, mais qui ne correspondent de moins en moins à la réalité, en tout cas. Ça induit aussi donc, le principe de harcèlement rampant des rapports sociaux, donc par la concurrence que j'ai ensuite avec les autres personnes, qui coupent la coopération aussi, hein, quand on met en place ce genre de choses. Le professionnel, du coup, devient en même temps victime de la mais aussi le vecteur de la déshumanisation, hein, c'est-à-dire au lieu d'être dans la coopération et dans l'esprit d'équipe, ben, d'être plutôt dans le chacun pour soi et Dieu pour tous. Et ce qui génère en effet tout un ensemble de choses assez compliquées à gérer, et surtout selon les cultures professionnelles, que ce soit à l'hôpital ou dans le socio-culturel, enfin, chaque secteur a son, ou à la poste, ou à EDF, avec des spécificités quand même, mais avec ce même mouvement-là. Et là, en fait, je fais écho un petit peu à ma première conférence où je parlais du phénomène de perversion narcissique, en sachant que la perversion, c'est détourner quelque chose de sa nature, hein, et de ne pas voir justement une facette de la réalité. Et là, on est en fait des professionnels dans l'instrumentalisation un petit peu d'autrui. Et on rentre dans la contagion de la perversion narcissique aussi, qui peut générer tout un ensemble de troubles à tous les niveaux, et notamment des hiérarchiques aussi, etc. Et bien sûr la déshumanisation des services publics. Bon, ben ça on ne l'a pas trop vu, mais bon, dans le début là, sur la poste où on voit les machines et on met des pièces, ben, la déshumanisation on la vit tous, je crois. La sécu là, ils l'ont fermé dans mon village, il faut aller plus loin, et puis en fait la dame de la sécurité sociale, elle le fait formatrice en borne. Parce qu'à chaque question qu'on lui pose, je suis restée, il y avait 5 personnes devant moi, à chaque fois elle les accompagne à la borne et dit bon ben alors vous appuyez là, vous mettez votre carte. Voilà, donc en fait, ce qu'il en est. Ou alors vous allez sur internet, sur Amélie, vous avez telle chose ou telle chose, donc vous n'avez plus la réponse, mais c'est tout ça. Alors, un autre outil de management de cette nouvelle gouvernance de l'État, c'est le Lean Management, donc, qui est utilisé dans l'industrie au départ. C'est en fait une doctrine managériale qui veut dire enlever du gras, hein, si on fait la traduction. Et donc en fait c'est enlever tout ce qui est sur qualité. On est sur donc du productivisme et de la flexibilité. Et il faut savoir que ça, au départ, c'était mis en place par Toyota, donc dans l'industrie automobile, mais que ça a été revisité par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. En général, d'ailleurs, les doctrines managériales passent par les États-Unis pour revenir ensuite sur justement cette idéologie-là de libéralisation des marchés et néolibérale. Et parce qu'à l'origine, le toyotisme, c'était pas ça, c'était vraiment lié aussi à la qualité.
Alors, donc, bon, là, j'ai pris simplement une copie d'écran hein, du site Acteurs Publics qui est intitulé RGPP Academy et qui explique, donc ça c'était en 2011. En 2011, donc RGPP, donc c'est Nicolas Sarkozy qui a mis en place, il y avait une nouvelle école de modernisation de l'État qui accompagne les hauts fonctionnaires en les formant au lean management. Voilà, de façon à en effet enlever du gras au service public. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ça, et notamment, vous avez une étude du Centre d'études et d'emploi, Antoine Valère, qui a fait une étude, parce qu'évidemment ça ne s'est pas mis en place qu'en France, et qui a fait une étude européenne donc, sur l'impact des organisations de travail sur la santé. Et donc ça a été fait en 2006. Et en fait, il montre que en Europe, les entreprises qui ont mis en place le lean management, ils ont des nuisances au travail qui sont pires que le taylorisme. Voilà. Donc on est vraiment dans le retour du travail à la chaîne, mais en pire, parce qu'en fait il y a une méconnaissance totale du corps humain et de l'équilibre, même psychique, des groupes humains, dans cette logique justement uniquement de rentabilité. Alors là, c'est la photo de Chaplin hein, qu'on connaît des temps modernes, donc qui a été fait en 1936. Alors, pour notamment alors c'est des ergonomes, hein, c'est pas le seul, il y en a d'autres hein, qui ont travaillé là-dessus. Vous avez notamment la Société d'ergonomie de langue française, qui travaille beaucoup sur ça, sur l'impact du lean management, parce que vous avez plein de cabinets de lean qui sont intervenus pour l'État, pour des sommes faramineuses d'ailleurs, etc. Et vous avez tout un ensemble d'ergonomes français qui n'ont pas du tout cette logique-là. Alors j'en ai parlé dans la deuxième conférence sur justement la conception du travail française, et les sciences du travail françaises ont aussi une vision complètement différente des sciences anglo-saxonnes, et qui dénoncent donc depuis toute cette mode de lean management qui a été mise en place. Et ils expliquent, donc preuve à l'appui et puis expérimentation, hein, que en fait les procédures qui sont mises en place par le lean management correspondent à peu près à 80-85% des tâches, mais que pour tout le reste, ces procédures, ça complique énormément et ça empêche de réaliser, de répondre aux besoins des gens. Donc j'ai mis simplement une phrase, hein. On empêche les salariés de faire du travail bien fait, ils doivent suivre la procédure alors qu'ils savent que parfois cela va nuire à la qualité du service qu'ils vont produire pour un client. Alors on comprend qu'à l'hôpital ou ça peut nuire à la vie de quelqu'un, quoi, hein, l'impact... bon. C'est une négation complète de l'identité professionnelle qui est basée sur la capacité de l'employé à anticiper et aussi à résoudre des cas particuliers. On les empêche de se développer, de se démarquer socialement dans l'entreprise et aussi de collaborer, c'est-à-dire de travailler en équipe et ensemble pour résoudre justement ces problèmes-là particuliers. Le travail sous cette forme rend les gens malades. Donc ça, c'est Bernard Miché qui a expliqué ça dans un article, je ne sais plus dans quel journal. Donc, par rapport à ça, alors, rend les gens malades, vous avez tout un ensemble de choses. Alors, dans ma première conférence, je parle de Christophe Dejour, vous avez Yves Clos, enfin, il y a plein de travaux qui, justement, expliquent pourquoi les gens sont malades. Et notamment par rapport au lean management, c'est plutôt ces ergonomes-là. Alors, pour résumer un peu, donc au niveau de l'impact de la gestion du privé sur les services et les fonctions publiques, donc vous avez le renforcement du pouvoir managérial, donc pour détruire les professions et les métiers.
en supprimant donc leur indépendance professionnelle, donc en renforçant la subordination, en supprimant donc la possibilité de coopération interprofessionnelle, hein, donc l'assistante sociale travaille avec l'éducateur, etc. Leur capacité donc d'union pour défendre leurs règles des métiers et leur déontologie, donc dans l'intérêt général. Et finalement, pour créer quoi? Pour créer une main-d'œuvre donc docile, malléable, peu qualifiée et peu payée en fait. Les tâches d'exécution ensuite sont finalement remplacées par des procédures qui peuvent être justement facilement mis dans des algorithmes pour des robots, hein, pour la robotisation aussi, qui accélère bien sûr la déshumanisation de ça. Et ça génère tout ça bien sûr donc de la souffrance éthique au niveau donc des fonctionnaires et des gens qui sont dans les services publics, puis qui sont voués à l'intérêt général, et aussi physique et psychique. Donc les risques psychosociaux, il faut savoir, alors je l'avais expliqué, hein, notamment vous avez ce livre-là qui fait un petit peu un historique de tout ce qui est burn-out et épuisement professionnel, comment c'est arrivé des États-Unis justement, et que ça avait commencé dans les services sociaux et médicaux en premier, hein, donc cette souffrance éthique-là. Nous, en France, ça a commencé aussi pareil, hein, dans les services publics, et le premier critère de ces risques psychosociaux, c'était l'absentéisme, hein, donc les indemnités journalières qui augmentaient. Alors, d'autant plus, alors ça je reprends aussi ce dont j'avais parlé dans la deuxième conférence, c'est qu'en fait cet impact-là sur la santé, elle est prévue, elle est anticipée, elle est managée en fait. Là, vous avez, je ne sais pas si je l'ai pris, non, c'est pas ça. Vous avez la stratégie de prévention de santé et de sécurité de 2002-2006 de l'Union européenne, donc qui explique que suite à la décision du protocole de Lisbonne en 2000, qui veut faire une économie de la connaissance la plus performante du monde, ça va générer obligatoirement de la flexibilité dans les emplois, donc de l'insécurité. Donc ça va développer la précarité, le temps partiel, les horaires atypiques, le travail de nuit, le télétravail, et que ça va avoir des effets négatifs sur la santé. Donc en fait ce choix politique a été, il est connu depuis longtemps qu'en effet quand on flexibilise, quand on renforce aussi au niveau des ressources humaines plus individualisées, avec les primes individuelles de résultats, les entretiens annuels, et qu'on augmente la dépendance du salarié avec les politiques, vous avez donc du stress, de l'anxiété, de la dépression, donc des nouvelles formes de maladies professionnelles qui émergent. Et donc ça, c'est prévu, et c'est pour ça qu'ils demandent aux États de mettre en place en prévention, qui du coup n'est plus une prévention, en tout cas plus une prévention primaire, mais qui est juste pour essayer d'atténuer ou de faire que ça soit le moins possible ça, et de faire des lois donc contre le harcèlement, parce qu'en effet, ils savent qu'en renforçant la subordination, il y a aussi du harcèlement qui peut se faire. Ou alors en mettant de la rivalité entre les uns et les autres, c'est pareil, il peut y avoir du harcèlement, pas rien qu'au niveau hiérarchique, hein, au niveau des autres. Donc sur le harcèlement, et aussi sur la santé et la sécurité au travail. Et les risques psychosociaux, avec la responsabilisation des entreprises sur les risques justement psychosociaux,
qui fait que les entreprises du coup payent des cabinets pour faire des lignes téléphoniques au cas où il y a des suicides, enfin tout un ensemble de prestations comme ça pour gérer ça. Et Yves Clos, donc, qui est au CNAM, hein, au Conservatoire national des arts et métiers, des sciences du travail françaises, donc dit que c'est un couloir humanitaire, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc c'est vraiment dans cette guerre économique ou ce changement-là sociétal, il est prévu qu'il y ait en effet des morts ou des blessés, et donc du coup l'Union européenne demande à ce que les États mettent en place en prévention pour atténuer ça des lois qui permettent de diminuer les nuisances. Alors, ça, c'est cette connaissance-là de l'impact des organisations sur la santé au travail et dans la société. Donc, c'était justement ce que le Conseil national de la résistance avait voulu protéger, avait voulu protéger les Français de ça, et qu'ils avaient mis en place tout un ensemble de dispositifs pour sécuriser l'ensemble des salariés, donc notamment avec la mise en place de la sécurité sociale, avec le financement qui va avec, hein. Les retraites par répartition, les services publics, hein, c'est eux qui ont notamment EDF, la Poste, etc. Ils ont regroupé souvent des petites entreprises privées pour en faire un grand service public. Donc ensuite ils ont mis en place aussitôt tout ce qui était convention collective. Les professions réglementées aussi, donc il y a tout un ensemble de dispositions qui a été mis en place pour ça. Le droit du travail, donc tout un ensemble de mise en place sur la médecine du travail, sur le SMIG, sur les hiérarchies des normes, hein, quand en effet là, je ne sais plus où ils en sont d'ailleurs, de la loi XXL sur le travail, mais la hiérarchie des normes, c'est il y a la Déclaration des droits de l'homme, puis la Constitution française, et puis ensuite vous avez les lois, et puis vous avez les décrets, et puis voilà. Et vous avez, alors au niveau du travail, les conventions collectives, et puis vous avez le contrat de travail qui est en bas. Et en fait, le principe des hiérarchies des normes, c'est que chaque niveau inférieur respecte les niveaux de dessus. Et donc, notamment, alors c'est pas le Conseil national de résistance qui a créé ça, parce que c'est dans la culture française et républicaine, hein, tous ces principes-là. Le rôle des syndicats là-dedans, eh ben, au niveau notamment de la destruction des professions, et là c'est l'étude sociologique notamment qui aborde ce point, c'est qu'en fait, idéologiquement, finalement, il y a une sorte d'alliance entre syndicats et patronat sur la destruction des professions dans l'État, parce que idéologiquement, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, les syndicats sont anticorporatistes. Alors, eux, c'est plutôt parce que, alors pour plusieurs raisons, mais il faut savoir que les corporations, c'était avant 1789, de père en fils, hein, vous avez les forgerons, etc., donc, qui étaient des sociétés fermées plutôt par la naissance, etc., et qui excluaient donc l'ensemble des Français de pouvoir accéder à ces métiers-là. Donc, ensuite, vous avez eu aussi des chartes de travail fascistes ou sous Pétain, donc, qui rendaient justement remettaient les corporations en place. Donc il y a une logique égalitariste derrière, alors qui est liée aussi à la grande internationale, ou en tout cas à l'internationalisme communiste et socialiste, et puis aussi de libérer l'homme au travail. Et alors tout ça bien sûr rejoint, bon ça c'est ma première conférence, mais rejoint donc le projet de mondialisation, qui est basé sur la destruction de l'État et aussi la destruction des nations, plus exactement, et la disparition de l'autorité, un monde qui est anti-autoritaire.
j'ai pas le temps de réexpliquer pour quelles raisons tout ça a été mis en place, mais en gros, le projet, c'était pour éviter de nouveau qu'il y ait le genre de... la Seconde Guerre mondiale, les génocides, l'antisémitisme, etc. Donc des scientifiques se sont réunis et ont défini en tout cas des axes pour une nouvelle gouvernance mondiale, donc qui serait... puisqu'ils ont détecté que ça venait des nations et que ça venait de l'autorité de la nature humaine, donc ils ont décidé de mettre en place tout ce genre de choses. Donc en gros, du coup, ça génère quoi? Une alliance donc, des syndicats et du patronat, hein, donc des puissances financières, pour détruire les professions dans l'État. Moi, je l'ai vu, je vais parler un petit peu de mon expérience, mais c'est vrai que, alors c'est peut-être un peu différent parce que je pense que les psychologues sont attachés, comme beaucoup d'autres, à leur profession, mais quand je suis allée voir les syndicats pour leur dire, mais là il y a un problème de management, on est psychologue du travail, donc quand même il faudrait décrypter pour... et j'ai bien senti que c'était pas trop leur... C'était pas trop leur problème. Ils m'ont dit, bah oui, vas-y, fais-le, mais qui ne voulaient pas m'aider à faire ça. Voilà, donc en effet, et quand il y avait aussi, j'ai suivi la fusion ANPE Pôle emploi et l'intégration de mes confrères, donc psychologues, à Pôle emploi. Et en fait, il a été répondu très concrètement que eux, ils n'étaient pas pour un corps professionnel, qu'il fallait on était tous dans le même bateau et qu'il fallait qu'ils soient aussi polyvalents. En gros, c'était ce qu'on leur disait.